contemporain n'aurait pas été possible sans la bienveillance et le soutien de plusieurs personnes et institutions. Et donc, on aimerait bien les remercier de tout cœur pour l'organisation de cette journée aussi de réflexion. Nous remercions le soutien généreux du Simpson Center for the Humanities à l'Université de Washington à Seattle, d'où vient Louisa. On aimerait bien remercier Maria Canzilla, directrice du projet AMR Nobifo et l'Université Sorbonne Nouvelle. Et aussi Tom Parker, directeur du Vassar Wesleyan programme à Paris, de nous avoir accueillis si chaleureusement. Notre gratitude aussi pour ce merveilleux espace de Reed Hall. Donc, merci beaucoup à Brunhilde Biebeck, directrice de Reed Hall, et Christophe Horry pour nous avoir accueillis dans ce centre d'études établi par Columbia University. Et aussi Sam Selvakumar qui va nous aider avec la technologie aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, Louisa. Je ne me suis pas présentée, je suis Louisa McKenzie, j'enseigne à l'Université de Washington à Seattle. J'aimerais remercier vivement Simon Akripa d'avoir présenté ce projet au comité scientifique des éditions Le Manuscrit et à Sylvie Brosdiac et ses collègues pour avoir reconnu la pertinence du sujet, ce qui nous a permis de le publier sous sa présente forme. Et nous sommes très reconnaissantes également envers Domiti Cartier, qui doit s'absenter aujourd'hui malheureusement, et à Clarisse Paganello et David Smutan, qui nous vient des éditions Le Manuscrit. Nous les remercions pour nous avoir accompagnés tout au long de la publication du manuscrit. Nous remercions également Alexis Amen d'avoir conçu la très belle couverture du livre. Nous sommes reconnaissantes envers la commission franco-américaine Fulbright pour avoir accordé à Vinay Swami le temps nécessaire pour travailler sur ce projet, et au Simpson Center for the Humanities qui m'a permis de voyager ici, pour être parmi nous. Et donc, mais avant tout, nous tenons de tout cœur à remercier nos étudiants et étudiantes à Vassar, à l'Université de Washington et partout, parce que c'est eux qui nous ont poussés à entretenir de la recherche dans ce domaine. Et donc, merci beaucoup. Il y en a certains qui sont dans la salle ou dans les parages, d'autres très loin, de l'autre côté de l'océan. Voilà. Donc, on va commencer. J'aimerais bien donner la parole à Sylvie Brosdiac pour nous dire quelques petits mots sur la maison d'édition et la collection. Merci Sylvie. Donc, je remercie d'abord Vinay et Louisa, bien évidemment, de m'avoir invité ici pour présenter donc cette collection. Et ce n'est pas le hasard, je dois dire, si c'est de devenir non-binaire et l'un des premiers ouvrages de la toute nouvelle collection. Alors cette nouvelle collection, elle a été faite sous la pression, effectivement, essentiellement de la jeunesse, je dirais, des étudiants, entre autres, et de la société, puisqu'au départ, c'était une collection où l'on ne faisait pas de gender studies, mais on faisait des women's studies, effectivement, dont nous avions commencé dans le sexe, dirais-je, sur le sexe, et puis progressivement, nous sommes arrivés effectivement au genre, et je pense que c'est un moment fondamental, qui est un basculement effectivement réel de la collection, et j'ai l'honneur, n'est-ce pas, d'effectuer ce basculement. Alors, il a été fait au nom de grands principes, qui sont l'égalité et la liberté. Voilà, liberté, égalité dans différents domaines, dans la société. La société nous imposait cette réflexion sur la liberté et l'égalité des droits, bien évidemment. Et donc, nous l'avons repris dans le domaine de la recherche scientifique, et nous l'avons, au départ, c'était une collection essentiellement axée sur la langue
et la littérature, et nous l'avons élargi au domaine des sciences, et surtout, je dois dire, de la création en général. Création au sens dynamique des termes. Hein. On va, et cette collection a pour but, et de ce que vous allez faire aujourd'hui, et ce premier, ce n'est pas le premier ouvrage, mais cet ouvrage qui me semble emblématique, à savoir la recherche, et non seulement une réponse, elle enrichit les savoirs, mais elle est performative. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup dans la collection. Il faut effectivement que nous dynamisions les pratiques. Nous n'allons peut-être pas changer le monde, ça peut-être pas, mais nous allons au moins y contribuer, et c'est dans ce sens donc que je suis vraiment ravie, très très heureuse d'introduire donc un pan de la recherche, mais également un changement des pratiques et des attitudes. Voilà. Merci Sylvie. Nous allons commencer la première séance qui nous réunira jusqu'à midi environ, qui se déroulera ainsi. C'est moi qui ai le grand plaisir de vous présenter nos intervenantes, ainsi que notre discussant qui va animer la discussion après les interventions. Je présente les intervenantes à tour de rôle, après quoi elles prendront la parole pendant environ un quart d'heure chacune. Notre discutant pendant cette séance est Yannick Chevalier, qui nous vient de l'Université Lumière Lyon 2, où il est maître de conférences en grammaire et stylistique française et co-responsable du master genre littérature culture. Yannick, vous avez publié sur le roman français, notamment sur Monique Wittig, et sur le rapport entre genre grammatical et genre social, ainsi que sur l'enseignement de la grammaire du genre. Ces derniers enjeux seront au cœur, j'espère, de nos discussions aujourd'hui. Notre premier intervenant est le professeur Vinay Swamy, qui est professeur titulaire à Vassar College en études francophones. Ses recherches portent sur les articulations entre littérature, cinéma, politique et culture, et la façon dont ces articulations permettent de forger des identités sociales, y compris des identités genrées et racisées. Il a publié plusieurs livres et ouvrages collectifs sur ces questions. Il est actuellement boursier Fulbright à Paris pour poursuivre ses recherches sur le genre non-binaire, dont ce projet. Vinay, à toi la parole. Merci beaucoup, Louisa. J'aimerais bien prendre ces quelques minutes pour vous donner une petite idée de comment on est arrivé à publier ce livre. Donc, au cours des dernières années, surtout depuis 2015, on va dire, nos étudiants et étudiantes anglophones qui suivaient le cours de langue française à l'université nous commençaient à poser une question apparemment simple. C'était comment dit-on « they » en français? Et cette question se réfère pourtant pas au sujet à la troisième personne au pluriel, mais plutôt au pronom singulier à la troisième personne qui désigne un sujet non binaire. Et cela suit l'usage de plus en plus courant, surtout dans les cercles universitaires et militants de gauche aux États-Unis et ailleurs dans le monde occidental anglophone. Donc, la plupart des professeurs expliquaient à leurs étudiants et étudiantes la nature rigoureusement bigenrée de la grammaire française moderne semble rendre littéralement inexprimable le genre en dehors du binaire. Voilà. Et c'était comme ça. Et comme le dit de façon un petit peu plus humoristique Sophie Labelle, la bande dessinatrice et militante trans, parler français, c'est se genrer soi-même et chaque objet dans la pièce et tout le monde dans un rayon de 20 km. Donc,
en cherchant à répondre à cette demande des étudiants pour qui, au départ, ce n'était qu'une question de langue. Il s'agissait tout simplement de traduire they. Nous nous sommes vite trouvés confrontés à d'autres enjeux de grande envergure, d'ordre culturel et politique. Autrement dit, le fait qu'il n'y ait pas de réponse toute faite à cette question de traduction révèle nécessairement d'autres pistes d'enquête à poursuivre. Et c'est ce qu'on a fait. Une exploration des expressions et des revendications non binaires dans ces multiples registres nous a conduit à mener à terme plusieurs itérations de ce projet. Et ce livre, Devenir non-binaire en français contemporain, constitue le développement le plus récent. Et donc, à part le fait que le français pour nous en Amérique du Nord est un objet d'étude, ce n'est pas une langue parlée, il y avait des considérations pratiques de pédagogie. Okay? Donc, on se demandait dans mon département d'études françaises et francophones à Vassar, est-ce qu'on apprend à tout le monde les néopronoms comme Yel, Al, que se passerait-il par exemple quand on envoie les étudiants ici à Paris, si ils ont appris une certaine structure, comment fait-on le pont, si vous voulez. Et c'est pour cela qu'en 2018, le département a décidé de parrainer un symposium de 2 jours, et au cours duquel des étudiants et étudiantes, des militants, militantes et aussi des chercheurs et artistes se sont réunis pour réfléchir à ces questions surtout dans les domaines pédagogiques et culturels. Et le symposium a porté ses fruits en nous permettant de publier en ligne un numéro spécial intitulé Legitimizing Yale, point d'interrogation, paru chez H France en ligne, et c'est sous la direction de Louisa McKenzie et moi-même. Et nous avons aussi fondé une liste de discussion pour des enseignants et enseignantes de langue française en Amérique du Nord pour faciliter une conversation. Et pourtant, il nous semblait très important, après avoir publié en français, de non seulement présenter le projet directement à un lectorat français, parce qu'on avait cette conversation entre nous en anglais en Amérique du Nord, et ça ne touchait pas nécessairement directement la France ou d'autres pays francophones. On a aussi décidé par moment de repenser ce projet, parce que, comme je disais à Yannick tout à l'heure, un livre, c'est comme un cliché. Une photographie, c'est un moment dans l'histoire. Et donc, une fois que publié, si la discussion continue à se développer, il faudrait y revenir autrement. Donc, voilà. Et donc, ce livre renouvelle les approches développées dans les versions antécédentes pour offrir un nouveau regard sur les questions non binaires. Et il a comme un des objectifs principaux de donner accès évidemment à un public francophone, mais aussi nous voulions ouvrir davantage un dialogue avec des interlocuteurs et interlocutrices dans le monde francophone. Et donc, Maria Condea, Alexandre Baril, qui n'est pas là, mais qui est professeur à l'Université d'Ottawa, qui travaille sur les études trans, Alferat, qui sera là cet après-midi, et Karine Espinera, qui est aussi qui est chercheuse en sociologie et d'études trans, qui a écrit très gentiment un avant-propos à ce livre dans cette version. Donc, dans son avant-propos, Karine a fait remarquer que la visibilité récente des personnes non-binaires n'est pas quelque chose qui est surgi de nulle part. En fait, il s'ajoute à une longue histoire de militantisme trans
mais sans s'y opposer. C'est-à-dire que le neutre ou le non-binaire et agent, etc., n'invalident pas le devenir des personnes trans dites binaires. Donc, mais plutôt, c'est quelque chose qui s'ajoute en tant que genre aussi valable, tout aussi visible. Donc, malgré les contraintes linguistiques imposées par la grammaire française, les personnes non-binaires francophones confrontent le défi, peut-être même à cause d'elles. Donc, elles confrontent le défi de la visibilité de manière très créative. Et donc, certaines d'entre elles ont commencé à adopter des néopronoms. On a tous entendu parler d'elle maintenant, depuis novembre 2021. Mais il y en a d'autres aussi, al, comme Alferatz l'utilise, ou ul, ou ile, etc., ol, dans des espaces qui sont plutôt accueillants et transpositifs, on va dire, mais aussi, même au-delà. Mais on découvre avec ce livre qu'il y a d'autres procédés aussi, et ce n'est pas seulement une invention des trompes. Okay? Donc les voies de légitimation se révèlent très vite et être très riches. Et il y a des enjeux beaucoup plus profonds sur la construction de la légitimité de cette identité francophone non-binaire. Ces enjeux sont à la fois contestés et traçables dans la culture populaire, aussi bien que dans le champ académique, mais très peu. Ça commence très doucement, et en 2015, il n'y en avait pas, justement. Donc voilà. Et ces développements sont certes reliés à la non-binarité anglophone, ce qui rend impératif que toute considération de ces questions en contexte francophone soit consciente de ces éléments comparatifs et transnationaux. Mais il faudrait quand même souligner que les déclinaisons de la revendication en France, ou au Québec par exemple, ou en Belgique, en Suisse, restent immanentes et spécifiques à la culture et à la politique française et francophone. Donc, c'est pour cela que nous ne visons pas une voix authentiquement française ou ni anglaise d'ailleurs, non binaire. Ce n'est pas notre vision de l'échange intellectuel dans ce livre. Nous ne voulons pas non plus consolider un cadre oppositionnel qui consisterait toujours à chercher ce qui sépare les sphères anglophones et francophones. Je crois que Louisa va en parler davantage sur cette question dans ses propos cet après-midi. Donc, évidemment, nous restons sensibles au risque que nous courons d'être rejetés comme des étrangers de l'Amérique du Nord. Vous venez avec vos avatars de gender, venant de loin, pragmatique mais militante, et ce n'est pas pour nous les Français. Donc ça c'est fort possible. Il est vrai que le présent ouvrage trouve sa genèse dans un contexte anglophone, mais ce n'est pas seulement dans un registre théorique ou épistémologique, etc., que nous opérons. Dans ce livre, nous nous intéressons au vécu matériel des personnes trans et non-binaires francophones, et évidemment c'est un souci partagé par bien des Français francophones, donc ça existe. Donc voilà, c'est pour cela que nous ne privilégions pas une pensée, on va dire, analogique, qui cherche simplement des équivalents en français d'un discours qui est déjà établi en anglais. Donc, nous aimerions aussi souligner certaines convergences et divergences, des moments où une personne francophone pourrait se reconnaître ou pas dans les discours des non-binaires anglais et vice-versa. Donc, ça marche pour les deux côtés.
En somme, nous avons pour but de mettre en relief plutôt les espaces hybrides qui sont en train de se dessiner entre langues, entre cultures vécues et entre traditions intellectuelles. Okay? Voilà. Donc, je vais juste esquisser deux petits exemples. Par exemple, les lecteurs et lectrices du livre vont voir des parallèles dessinés entre ces conversations et les débats autour de l'écriture inclusive. Et plusieurs de nos contributions abordent les comparaisons et les contrastes entre ces deux, avec l'écriture inclusive, on va dire, féministe et non-binaire. Et elles constatent aussi l'extraordinaire pouvoir socioculturel du modèle prescriptif de la langue dans le monde francophone, et évidemment le statut symbolique particulier accordé en France, pas nécessairement dans d'autres pays francophones, mais en France, à l'Académie française. Et donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler que l'Académie a caractérisé l'écriture inclusive comme un danger, un péril mortel à la langue française en 2017. Oui. Évidemment, deux ans plus tard, elle a finalement accepté la féminisation des professions. Okay? Mais juste pour vous donner une petite idée, par exemple, quand Yel a été introduit dans les dictionnaires Le Robert, en 2021, novembre, le député de l'Indre, M. Jolivet, a écrit à l'Académie française pour dire qu'est-ce qu'on fait, mais il ne faut pas accepter cela. Il n'a pas écrit directement au Robert, n'est-ce pas? Donc, et à ce que je sache, l'Académie reste silencieuse toujours jusqu'à présent sur le sujet. Donc, quel est le pouvoir de cette académie qui n'est pas un pouvoir qui est doté structurellement dans la Constitution ou dans la structure de l'État français, par exemple. Okay? Donc, les essais de ce volume soulèvent la question plus large de savoir dans quelle mesure la promotion du choix des pronoms en particulier et d'autres outils linguistiques, et ça c'est très important, sont fondamentaux à la légitimation d'un espace politique pour les membres non-binaires et trans au sein de la société française ou même américaine. Et les contributions à cette édition poursuivent des explorations en entreprenant une variété d'approches disciplinaires. Et nous allons écouter d'autres contributeurs et contributrices, ou comme le dirait Altarat, contributeurs, aussi bien sur leur sujet que leur approche. Je vais juste prendre une minute pour juste parler de ma propre contribution à ce volume. Il y en a 7. En fait, il y a l'avant-propos et l'introduction suivie par 7 chapitres et un entretien avec Altarat. Et le livre se conclut avec un glossaire pour aider les lecteurs. Okay? Donc, dans ma contribution, un déclic gestalt pour la langue française, j'examine 4 instances où la langue et la culture conventionnelle française ou francophone sont contestées. Et je mets en avant les efforts récents des féministes pour avancer la cause de l'écriture inclusive, et comment cela pourrait servir les individus non-binaires. Je considère en deuxième temps les œuvres de Paul Preciado, le philosophe franco-espagnol, pour qui l'unidirectionnalité présupposée des transitions est à remettre en question, aussi bien que la différence sexuelle comme fondement de notre société. Troisième, j'analyse des bandes dessinées de Sophie Labelle, l'artiste dont je parlais il y a quelques minutes, militante québécoise connue pour ses interventions sur les questions trans et sur une vision plus expansive de genre. Et finalement, j'examine la viabilité des propositions pour une nouvelle grammaire par des internautes, comme celle qui gère le site La Vie en Queer. Et ce qui m'intéresse dans tous ces exemples, c'est aussi comment moi, en tant qu'enseignant
américain situé en Amérique du Nord, je peux incorporer ces actes de résistance dans mes cours de français, pour que mes étudiants et étudiantes entendent ces voix dissidentes d'abord, mais aussi pour qu'elles comprennent la complexité de la réponse à une question comme comment dit-on D en français. Donc voilà. Merci. Merci Linet. Tu as évoqué l'engagement dans le livre par rapport au vécu des minorités de sexe et de genre. J'ai ainsi le très grand plaisir de vous présenter Flora Bolter, qui s'occupe quotidiennement de ce vécu. Elle est co-directrice de l'Observatoire LGBT+, à la Fondation Jean Jaurès. Elle a été coprésidente, je crois, du centre LGBT à Paris jusqu'en 2018. Tu as fait un crochet par Strasbourg, c'est ça ? Absolument. Oui. Tu es revenue à Paris, voilà, où elle travaille sur les questions des droits humains, qui portent notamment sur la discrimination à la base de genre et de la sexualité. Merci Flora d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Alors effectivement, je rejoins complètement les propos de Linet sur l'extrême complexité d'une question apparemment simple. Et comme dans son cas, pour moi, ce questionnement est issu d'un questionnement pratique au départ. C'est-à-dire, j'étais en responsabilité au centre, à l'époque, le centre LGBT de Paris et de France, aujourd'hui le centre LGBTQIA de Paris. Et notre question, c'était vraiment comment faire en sorte, comment permettre l'émergence de la parole de personnes non binaires qui ne se retrouvaient pas dans les pronoms qu'on utilisait au quotidien, et comment faire dans nos espaces, comment donner plus d'espace aussi dans nos usages linguistiques au quotidien, quand on rédige des communiqués de presse ou ce genre de choses, puisque nous avons aussi un travail en cours qui est toujours en cours pour toute la société française autour de cette question de l'inclusivité, et notamment de la question de rendre visible le féminin, de genrer au féminin également, avec des histoires qui sont généralement rendues, donc ce sont des histoires qui partent vite en sucette, comme vous l'aurez remarqué en France, avec des gens qui s'énervent sur l'emploi du point médian ou pas, et qui deviennent toujours des questions stratosphériques. Mais pour le coup, il y a réellement des enjeux linguistiques derrière, et plus que ça, des enjeux de la manière dont nous comprenons le monde, en fait, dont nous arraisonnons, pour employer un terme de philosophie, le monde. Et aussi, ça a des enjeux politiques. Et donc, ça rejoint effectivement là où cette interrogation est très intéressante, c'est qu'elle est en temps réel, c'est une question pratique, une émergence qu'on constate, mais qu'elle renvoie à tout un construit en fait, qu'on doit défaire ou avec lequel on doit trier dans la langue pour construire par-dessus et avec d'autres mouvements qui peuvent sembler partiellement contradictoires. Donc pour le coup, c'est vraiment une interrogation, c'est un millefeuille d'interrogation finalement. Et le titre, je trouve que vous avez choisi pour l'ouvrage le rend bien, cette question de devenir non-binaire. Je pense que devenir ici, il faut vraiment l'entendre au sens où il y a quelque chose qui doit émerger, ou qui est en cours d'émergence, mais quelque chose du point de vue linguistique, un petit peu du point de vue, non pas au sens où des identités non-binaires devraient devenir quelque chose, mais au sens où c'est la langue qui doit devenir non-binaire, ou qui doit faire sa place à l'expression de la non-binarité. Et c'est vraiment tout un enjeu. Donc du coup, c'est comment on fait pour faire exister dans une langue fortement genrée, comme tu l'as très bien dit, les existences et les identités non-binaires, en sachant que le genre est aussi un enjeu très politique, mais qu'en même temps, ça n'est paradoxalement, le fait que ce soit un enjeu est paradoxalement déjà très politique. Parce que si on revient à la doxa grammaticale française, environ n'importe quel étudiant de deuxième année de français vous dira « mais enfin, vous n'avez pas compris » quand on parle notamment des formes masculines et de l'utilisation du masculin pluriel, de l'accord au masculin pluriel. Tout le monde tous les étudiants qui ont subi des études de français assez poussées savent dire « mais enfin, vous n'avez pas compris, c'est que tout simplement, il n'y a pas de masculin en français, c'est simplement qu'il y a des formes genrées et des formes non genrées, le masculin et le non genré, le féminin et le genré, ça ne pose aucun problème, ça n'est pas un enjeu, c'est juste comme ça que ça se passe.
Et ça n'a pas d'enjeu. Et le fait qu'on utilise le non-genré pour le masculin ne veut rien dire. Alors qu'au contraire, ça dit quand même un centrage de la langue sur une expérience qui pourtant est elle-même très genrée. Et donc, c'est vraiment tout un enjeu. Et ça, c'est un enjeu. Alors, dans ma contribution, j'ai donné beaucoup d'exemples de ça. C'était Dumézil et Lévi-Strauss qui disait que en français, la marque du féminin ne sert qu'accessoirement à rendre la distinction entre mâle et femelle. La distribution des substantifs en deux genres institue dans la totalité du lexique un principe de classification permettant éventuellement de distinguer des homonymes, de souligner des orthographes différentes, de classer des suffixes, d'indiquer des grandeurs relatives, de rapports de dérivation et favorisant, par le jeu de l'accord des adjectifs, la variété des constructions nominales. Tous ces emplois du genre grammatical constituent un réseau complexe où la désignation contrastée de sexe ne joue qu'un rôle mineur. Donc un rôle mineur, mais un rôle mineur qui pourtant donne lieu à une grande entreprise et à des entreprises très fortes pour rendre visible le fait que non, tout le monde n'est pas non-genré masculin et que éventuellement cette espèce de coup de bonneteau de faire passer le masculin pour un non-genré a des conséquences sur la façon dont nous construisons le monde et des conséquences politiques notamment. Donc pour le coup, il y a toute cette entreprise qui a été très bien faite et qui est très bien démontrée par des gens notamment comme Eliane Viennot qui ont très bien démontré qu'au contraire, le fait de constituer à partir de la Renaissance essentiellement les règles, de poser les règles que nous utilisons aujourd'hui était un choix qui a abouti à la suppression de beaucoup de formes de féminin et a abouti notamment à cette domination du genre masculin dans la grammaire française et que c'était tout à fait conscient et que c'était tout à fait idéologique. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus, c'est quelque chose qui est tout à fait attesté et c'est tout l'intérêt de la critique féministe des usages traditionnels du français, des usages linguistiques reçus, de souligner cet aspect-là et de dire attention, ça a des conséquences, ça n'est pas neutre, ça dit quelque chose de notre rapport au monde et de notre rapport aux différents genres. Et donc du coup, il y a cette entreprise, principalement depuis les années 70 en France, de permettre de rendre visible. Donc cette entreprise qui s'est passée autour des fonctions et titres, et des fonctions et titres au féminin, avec le guide qui a été reconnu en 1999, je crois, sur Femmes, j'écris ton nom, sur la correspondance officielle, donc pour changer les noms épicènes, pour changer les noms épicènes et leur donner des variétés, des terminaisons féminines et masculines. Et donc il y a tout un travail qui a eu lieu. Il y a aussi les recommandations plus récemment, je crois que c'était 2015, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui mettait en avant le principe d'avoir une double flexion, donc d'utiliser le masculin et le féminin, bonjour à toutes et tous, et d'utiliser ça au fil de l'eau, d'utiliser systématiquement quand on désigne les deux. Et donc de pouvoir le visibiliser éventuellement pour un point médian. Le point médian qui est devenu, je pense que c'est peut-être le symbole révolutionnaire le plus fort en France aujourd'hui, puisqu'il y a des guerres de tranchées qui sont moins violentes que celles qui se jouent dans le débat politique français sur le point médian, ce qui est assez fascinant. Et à lui tout seul, il est censé incarner les questionnements autour de la langue et les questionnements autour des usages inclusifs, plus que les usages qu'on avait retenus précédemment, qui étaient les parenthèses ou les tirets ou ce genre de choses. Mais le point médian, tout de suite, là, ça choque. Des gens que ça ne choquait pas d'utiliser des tirets. Alors que c'est beaucoup plus un obstacle à la lecture, le tiret, vraiment, c'est un choix. Et donc, du coup, il y a vraiment cette conscience, on a en fait mis en relief cette épaisseur de la langue, cette épaisseur notamment politique de la langue et le résultat de cette histoire pour faire émerger un féminin, pour permettre au féminin d'être quand même à peu près visible dans nos énoncés et pour ne pas gommer finalement le féminin, gommer le genré, on va dire, pour reprendre les autres termes. Mais en même temps, ça s'est constitué autour d'une binarité très forte, puisqu'on supplée des substantifs féminins pour correspondre aux substantifs masculins, y compris dans le cas où on avait des mots dits épicènes, et où on va aller interroger le statut réellement épicène des mots.
Donc ça, c'est vraiment, il y a tout ce travail qui s'est fait et qui est déjà très compliqué et qu'une partie de la société française n'accepte pas autour des usages inclusifs de la langue et du point médian et tout ce genre de choses. Et la question est, comment dans ce cadre-là, est-ce qu'on fait émerger aussi la non-binarité ? Et finalement, l'approche que moi j'ai utilisée, dont je fais part là-dedans, qui n'a absolument aucune prétention à l'universalité, d'autant plus c'est un travail que j'ai dû arrêter pour des raisons diverses et variées, notamment professionnelles, puisque j'ai dû bouger. Mais au centre LGBT, la première des questions, ça a été, mais finalement, que préfèrent les personnes qui sont concernées elles-mêmes et quels sont les choix qui sont faits ? Parce qu'il y avait ce questionnement aux États-Unis, on sait très bien que le veille singulier, ça existe. Mais en France, comment on fait et comment font les personnes ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que concrètement, au fil des entretiens que j'ai pu réaliser, il y a des stratégies qui apparaissent et où le fait de se dire ou de ne pas se dire, déjà, ça relève du choix de la personne, bien sûr, et il faut le respecter dans les espaces, dans tel et tel espace. Donc c'est aussi un enjeu, un coming out à géométrie variable par rapport à la non-binarité. Et qu'il ne faut pas prendre, il ne faut pas non plus brusquer les personnes par rapport à ça et par rapport à leurs choix stratégiques dans différents espaces. Donc il y a cet enjeu-là qui est à prendre en compte. Mais il y a aussi le fait que les personnes que j'ai rencontrées étaient des personnes qui étaient à Paris et qui connaissaient les différentes possibilités, qui avaient entendu parler des tentatives d'Alferaz, qui entendaient aussi des propositions du français canadien, qui entendaient beaucoup, finalement, toute cette ébullition de propositions de forme et qui les utilisaient, en fait, qui pouvaient utiliser plusieurs pronoms, plusieurs stratégies aussi en lien avec ça, utiliser IEL dans certains cas, utiliser OL ou UL, ou utiliser le genre miroir, c'est-à-dire demander à être genré au féminin pour une personne identifiée homme à la naissance, pour exiger d'être genré au féminin dans certains secteurs, notamment professionnels, parce qu'il y a une revendication de « bonjour, il y a une dissonance et vous devez l'apercevoir » et ça a un sens aussi politique de se présenter sous le genre discriminé, en fait, comme ce sont aussi des usages dans les pratiques des différentes associations, parce que quand on écrit dans des associations LGBTQIA+, en France, on a aussi non seulement le legs du mouvement féministe, mais on a aussi des créations spécifiques au mouvement LGBT, et notamment ACT UP utilise systématiquement pour les titres, notamment pour ses responsables, les personnes sont toutes genrées au féminin au pluriel, enfin au pluriel quand c'est pertinent, mais au féminin, et avec des majuscules sur la terminaison qui va préciser le féminin pour vraiment mettre ça en avant. Donc il y a vraiment un choix délibéré et qui renvoie à un autre rapport au genre ou à un autre rapport au lien orientation, enfin identité de genre, orientation sexuelle. N'oublions pas aussi, parmi les questions qui sont à souligner, que le sexe lui-même n'est pas binaire, puisqu'il y a aussi des personnes intersexes, et que les personnes intersexes aussi vont chercher et peuvent chercher dans les ressources, dans toute cette créativité-là, et ils participent aussi autour de l'émergence des mots. Et donc, du coup, il y a tout ce bouillonnement et toute cette difficulté et toutes ces strates qui font que finalement, les outils, le fameux point médian et ce point médian E, qui propose une option en fait, qui peut proposer une dichotomie, et bien finalement, c'est utilisé aussi parmi les personnes non binaires pour, je ne sais pas quelle terminaison mettre à mon adjectif, alors je vais vous mettre un point et un E. Et en fait, ça indique c'est quelque chose de très logique, en fait, c'est très purement logique, puisque ça indique à la fois c'est un peu le genre de Schrödinger. On ne sait pas très bien si c'est ni l'un ni l'autre, et l'un et l'autre. Et cette option, donc de l'utiliser pour le singulier, pour désigner, pour dénoter une non-binarité. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire que c'est l'usage le fait d'avoir intégré et d'avoir utilisé les outils créés pour questionner l'omniprésence et le caractère non genré de la langue française,
dans les cercles féministes, qui finalement a donné aussi des outils pour pouvoir dire autre chose, pour pouvoir faire émerger la non-binarité dans les usages. Et alors après, la question, dans ce cadre, c'est comment on peut arriver à... Comment on peut finalement faire exister aussi bien le féminin, le masculin et la non-binarité. Donc est-ce qu'on va vers 3 types de formulations? Est-ce qu'on va vers une simplification, comme le propose Alferat par ailleurs, donc d'une neutralisation complète, mais une neutralisation égalitaire, puisque ça pose aussi des enjeux, et enfin ça pose des questionnements. Et donc nous sommes dans un état de flux, en tout cas peut-être plus en français de France que dans les usages du français, par exemple au Canada, où je pense que Yel est plus majoritaire. Même si ça y est, Yel depuis 2018, Yel a fait son apparition dans le Robert, donc c'est déjà extraordinaire. Et donc c'est à la fois un champ de bataille, mais c'est aussi un champ de créativité, et c'est un moment où des usages dominants vont sans doute se sédimenter, mais pour l'instant on est vraiment dans une période de création, de bouillonnement, et je pense que c'est très important de prendre ça en compte et de voir tout l'intérêt en termes de questionnement des relations sociales, du rapport à la langue, du rapport au monde, du rapport au genre, nous pouvons avoir, et c'est particulièrement intéressant du point de vue de l'analyse de la société. Voilà. Merci beaucoup Flora. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter la professeure Maria Candea, qui enseigne la sociolinguistique à l'université Sorbonne Nouvelle. Ses recherches portent sur les idéologies linguistiques en relation avec la prononciation, la perception des voix sous l'optique du genre, de la race et de la classe sociale. Maria Candea, ce qui me frappe dans votre travail, c'est que vous réussissez à mettre la linguistique à la portée de tous, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes grande spécialiste de la manipulation des réseaux sociaux pour transmettre un message sérieux et intellectuel. Et aussi dans vos collaborations avec Laëlia Déron, Le français est à nous et Parler comme jamais, un livre basé sur le podcast au même nom que je vous recommande à toutes et à tous. Merci d'être venue nous parler, Maria Candea. Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce qu'on m'entend? Parce qu'entre le masque... D'accord, super, merci. Alors, moi je vais parler ici d'un projet qui a commencé il y a quelques années, qui s'appelle Nobifo, qui a été mentionné à un moment donné. C'est un projet qui porte sur la non-binarité et la voix, parce que je travaille, en fait, le cœur de mes recherches se situe autour de la prononciation, donc de la phonétique. Et cette branche de la phonétique s'auto-intitule depuis finalement pas si longtemps que ça, la sociophonétique. Donc c'est un peu une branche de la sociolinguistique. Se poser des questions sur les enjeux sociaux liés à la prononciation. Et ce projet de recherche rassemblait en fait des personnes de mon université, de l'université de Louvain et de l'université d'Aix-Marseille. Et il y avait dès le début en fait une ambition de comparer l'espace américain, nord-américain avec la France au regard de points très très précis, la production de la voix et l'expression de la non-binarité de genre qui pouvait passer ou non par la voix. Donc c'était un peu le point de départ de ce projet, c'était d'enregistrer des personnes... Alors, pardon, j'ai oublié de dire que l'article qu'on a publié ici est co-signé par moi et par Liane Brown, qui était la post-doctorante du projet, qui est elle canadienne, et donc qui connaissait bien plutôt le volet nord-américain de la question, plutôt anglophone. Donc, elle a travaillé plus sur la partie anglophone et on était plusieurs en France à travailler sur la partie francophone. Et notre point de départ, c'était empiriquement. Donc, pour construire du non-binaire, on peut, en gros, pour simplifier, on peut faire deux choses, que ce soit pour la voix ou pour tout le reste. On peut aller vers une combinaison créative d'indices qui sont en général interprétés comme masculins ou féminins, et on les combine autrement. Donc, en gros, on crée des combinaisons inédites.
Et on crée de la non-binarité, donc des voies de sortie empiriques. Hein, c'est pas idéologique, c'est pas philosophique, c'est ok, mais concrètement. Donc on va combiner des indices féminins et masculins d'une manière inattendue, et la sortie du genre vient de la combinaison qui est inattendue. Ça, c'est une voie. L'autre voie, c'est on va essayer de se débarrasser le plus possible des indices genrés et en gros aller vers une émergence d'une catégorie à genre, d'une sortie du genre, par la diminution le plus possible de ce qui est très fortement utilisé. Je parle pour aujourd'hui, pas pour dans 100 ans, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont très fortement genrées. Donc avec ces choses très fortement genrées, soit on les combine, soit on essaie de pas trop les utiliser. C'est deux trucs. Soit on fait quelque chose entre les deux, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe du côté de la voix, qui était notre cœur de métier? Ben, la même chose. On peut avoir une voix qui est perçue spontanément comme très féminine ou comme très masculine, et la faire cohabiter avec d'autres indices genrés qui vont dans un sens contraire, en les combinant de manière très créative et très libre, et donc faire émerger une perception non binaire qui utilise la voix dans un grand... je vais écraser mon ordi. Dans un grand... parce que je fais beaucoup de gestes. Patchwork, donc où on met la voix à un moment puis plein d'autres choses. Ou bien, on peut d'emblée travailler sur la voix pour la dégenrer. Et pour produire une impression de non-binarité d'emblée par sa voix. Et c'est dommage que Lyon Brown ne soit pas là, parce que sa voix est beaucoup, beaucoup moins genrée que la mienne. Et elle n'a plus besoin d'explications phonétiques, elle parle, et c'est déjà là. Donc, on voulait travailler là-dessus, donc on a interviewé des personnes non-binaires, cisgenres ou transgenres, soit nord-américaines, soit françaises. Et on a commencé aussi à faire un volet binaire, de personnes qui se disent binaires, qui se genrent de manière, qui soient non seulement cisgenres, mais aussi binaires, pour essayer de mélanger tout ça et de voir comment ça se passe du côté de la voix. Et donc on a interviewé ces personnes pour leur demander comment elles voyaient leur genre et comment leur voix participait ou non à leur expression de genre, et si elles travaillaient particulièrement sur leur voix ou non. Et on a pris la voix parce que la voix, contrairement à l'imaginaire qu'on a sur la génitalité, en fait, où on a l'impression que c'est quand même très binaire, sauf quelques rares cas, etc. Puis les gens ont des schémas très dichotomiques et c'est très dur de demander, de solliciter l'avis des gens pas sensibilisés à ces questions. La voix humaine se place d'emblée sur un continuum. Et c'est facile à faire accepter. Et d'un côté, on a une polarité des voix. Effectivement, il y a des voix qu'on va percevoir comme très féminines et des voix qu'on va percevoir comme très masculines. Mais tout le monde, sans même avoir réfléchi à la question, sait qu'il y a des voix qui sont peu genrées. Et qu'en fait, même pour des personnes qui se disent des hommes ou des femmes, on va pouvoir dire spontanément, c'est un homme avec une voix qui n'est pas très masculine. Ou alors c'est une femme qui a une voix qui n'est pas très féminine. On le sait, c'est quelque chose qui est un peu là. Et donc on est parti de ce savoir partagé. C'était plus facile de travailler sur la voix comme continuum entre cette polarité féminine et masculine. Et d'un côté, on avait le discours des personnes sur leur propre voix et sur leur genre. Et de l'autre côté, on a pris des extraits d'enregistrement. On leur a fait lire toujours les mêmes phrases pour qu'on puisse faire des tests de perception où on contrôle le contenu. Parce que si les gens racontent des choses spontanément, on ne sait plus si ce qui est le plus saillant, c'est ce que les gens racontent ou leur voix. Donc on les a obligés à lire des phrases. Comme ça, personne n'était concentré sur le contenu. On entendait plein de voix qui lisaient la même phrase. Et on a demandé aux gens, donc ça c'est le volet qu'on présente dans ce livre, on a demandé aux gens de genrer les voix qu'ils entendaient. Et là, pour ce test, il n'y avait ni la photo, ni les prénoms,
ni les pronoms, ni rien du tout, juste la voix brute. Et on a demandé aux gens de genrer cette voix sur une échelle de 15 points, avec un 0 au milieu, avec le féminin à droite, je ne me souviens plus, je crois, le masculin à gauche et le féminin à droite, je crois. Et en gros, donc voilà, et comment vous placez cette voix sur une échelle de genre. Et on a mélangé des voix de personnes qui se disent femmes, des personnes qui se disent hommes et des personnes qui se disent non-binaires. Et on a pris des gens, par contre les gens qu'on a sollicités, que ce soit des personnes nord-américaines ou des personnes de France, au hasard. Donc on a pris du grand public pour les personnes sollicitées, quelques dizaines de personnes, hein, c'est un petit test. Notre question de recherche, c'était est-ce que, empiriquement, l'idée même de voix non genrée, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que des gens non sensibilisés sont prêts à catégoriser une voix à première écoute comme étant un peu au milieu de notre échelle? Donc, autour de la position 0, un petit peu à gauche, un petit peu à droite du 0, mais autour du 0. Ou bien est-ce que, même pour des voix qui, selon le discours des personnes interviewées, étaient travaillées pour être dégenrées, parfois des personnes qui prenaient un traitement hormonal, qui jouent aussi sur la voix. Donc on avait des voix qui, selon nous, étaient, selon les paramètres acoustiques que je ne vais pas vous détailler, étaient des bonnes candidates de voix non genrées, peu genrées, non genrées. Et notre question, c'était est-ce que les gens acceptent, est-ce que ça passe à la perception quand on donne juste 10 secondes? Non, on n'a même pas 10 secondes dans je confonds les tests. Non, pardon, dans ce test, je crois qu'on avait juste des 4 secondes. C'est très très court, très très court. Pourquoi c'est très court? Parce qu'en fait, ce genre de catégorisation un peu fondamentale s'enclenche immédiatement, en vrai. Quand on entend une voix, on enclenche immédiatement ce genre de catégorie. Et donc c'est facile de demander ça aux gens. Et les gens entendaient donc une phrase, ils cliquaient sur leur échelle, et à la fin on a regardé tout ça et on a corrélé avec la fréquence fondamentale de la voix, la plage de variation de la voix, et la pente spectrale qui est une mesure du timbre de la voix. Ce sont des paramètres sur lesquels nous on fait des hypothèses que ça peut... c'est un peu ce qui indexe le plus le genre. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que ce soit du côté des auditeurs américains ou des auditeurs français, on a eu les mêmes résultats, alors que la présence médiatique de la non-binarité de genre est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France. Et on a trouvé une grande convergence, même pour les personnes qui ont répondu en France, autour de cette zone médiane. En fait, les mêmes voix, c'était tout en anglais, les mêmes voix étaient perçues par tout le monde comme relevant de cette zone médiane. Donc on se dit, perceptivement et idéologiquement, il y a un espace pour produire des voix qui ne seraient pas genrées, humaines, donc, et ça pourrait marcher, donc non seulement du côté de la production, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à dégenrer un peu sa voix, si on veut, hein, et ça ne touche pas uniquement des personnes qui se disent non-binaires, il y a aussi des personnes très binaires, des femmes qui veulent dégenrer un peu leur voix parce qu'elles la trouvent, je sais pas, trop aiguë par exemple, ça existe, donc c'est pas uniquement une question de non-binarité. Donc il y a moyen, en production, de dégenrer un peu sa voix, et il y a moyen, en perception, de faire entendre aux gens une voix peu genrée. C'est possible, voilà. Ça c'est une de nos réponses. Est-ce qu'il y a des différences entre les résultats américains et les résultats français? Oui, il y a des légères différences, parce que du côté des Français, on a un peu plus de personnes qui n'ont jamais utilisé cette zone médiane. C'est-à-dire que même pour des voix très peu genrées acoustiquement, il y a des gens qui ont eu le réflexe d'aller tirer d'un côté ou de l'autre parce que c'est trop probablement dérangeant de classer des voix humaines au milieu d'une échelle de genre. Et là, probablement qu'il y a quand même des petites choses du côté idéologique, des freins idéologiques, des gens qui ont du mal à avoir une troisième catégorie. Voilà.
Donc il y a une petite différence, mais enfin le gros des troupes, quand même, la majorité des gens ont utilisé toute l'échelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun problème idéologique pour prendre une échelle à 15 points et l'utiliser dans son ensemble pour catégoriser en genre des voix humaines sur quelques secondes, comme ça. L'autre mini-différence... Ah oui, l'autre mini-différence, c'était que du côté des personnes des États-Unis, il y a un peu, enfin les mêmes voix, hein, donc tout le monde a écouté les mêmes voix, il y a quand même un petit décalage sur l'échelle, ça va un peu plus vers le milieu malgré tout, que du côté français. Mais c'est mini, hein, mais en gros, quand même, les personnes de France ont un petit peu plus tendance à aller vers les extrêmes, à genrer un peu plus, voilà, bon, c'est pas... Il y a une petite différence comme ça qui est intéressante mais qui est microscopique. Donc voilà, en gros des grosses convergences. Et ce qu'on retient de cette étude, c'est qu'il y a des voies de sortie du système du genre. Ça ne veut pas dire que les personnes non binaires vont s'en emparer obligatoirement. Encore une fois, il y a différentes stratégies. Mais en tout cas, le fait de pouvoir travailler sa voix et d'avoir un peu d'agentivité de ce côté-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et nous, ce qu'on voulait aussi faire mieux connaître pour tout le monde, pour le coup, pas uniquement pour les non-binaires, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on pense spontanément, la voix n'est pas quelque chose de purement physiologique, même s'il y a une forte composante physiologique. Mais la voix, c'est pas comme les empreintes digitales, où là, c'est comme ça, on le colle et ça bouge pas, sauf si vraiment on met de la chirurgie dessus, et ça ne change pas, c'est pas culturel. Ça vient, c'est purement physiologique, la couleur des yeux, ce genre de choses. Et on pense que la voix, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît les gens, les personnes qu'on connaît, à leur timbre. Or, les recherches montrent premièrement que les personnes bilingues socialisées vraiment à des âges assez jeunes, dans plusieurs cultures, ont des voix différentes selon leur langue, déjà, donc ça veut dire que ce n'est pas comme les empreintes digitales. Et deuxièmement, les cultures, en fait, exercent des pressions aussi, en matière de genre en particulier, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et le genre ne s'exprime pas de la même manière selon les cultures. Donc en gros, on va ajuster sa voix pour exprimer du genre aussi selon sa culture. Et sa culture, ça change aussi dans le temps, hein. C'est pas non plus... c'est pas parce qu'on dit anglais ou français qu'on a épuisé la question. Hein. Ça peut changer dans le temps. Et on a l'impression que les voix nord-américaines se sont placées un peu plus bas sur la fréquence, par exemple fondamentale, ont tendance à se placer un peu plus bas que les voix françaises, bon, actuellement. Il y a aussi une façon de craquer sa voix qui est moins utilisée en français de France actuellement qu'en anglais des États-Unis, la creaky voice, est moins explorée. Enfin, il y a des pratiques culturelles de la voix qui sont tellement importantes que ça peut changer complètement la perception d'une voix. Et donc, ce qu'on voulait aussi rappeler à chaque fois, on le fait à chaque fois qu'on intervient, c'est le fait que la voix n'est pas uniquement purement physiologique, il y a une composante culturelle importante et donc qui peut obéir à l'agentivité et qu'on peut modifier, qu'on modifie, parfois inconsciemment, mais parfois on peut en prendre conscience et contrôler, si on le souhaite bien sûr, cette partie de sa performativité, sa performance de genre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Très bien, merci beaucoup. Alors je vous propose en fait qu'on organise ce moment désormais de manière un peu collective et collégiale, avec évidemment en fait le moment des questions. Et ce n'est pas parce que le titre de discutant m'est attribué que pour autant en fait je suis seul à discuter, et si je vous invite à vraiment intervenir. Ce serait une manière de poursuivre en fait le travail que Vinay et Louisa ont entamé avec ce projet, puisque personnellement ma lecture de devenir non-binaire a été enthousiaste
parce que vous êtes parti d'une question en fait qui était très concrète et qui résultait, enfin, et ce livre en fait est une sorte de témoignage en fait d'étonnement et d'interrogation et aussi de sérieux avec lequel vous avez accueilli cette demande en fait des étudiantes et des étudiants donc, de Vassar College. Et du coup, ma première question s'adresse à vous, Vinay, c'est enfin, elle porte sur votre réponse, donc désormais on la connaît, enfin à vous et à Louisa, mais dans en fait l'institution universitaire, comment ça s'est passé cette demande en fait qui était des demandes d'étudiants? Vous, en tant que professeur dans les classes, vous avez répondu et vous ouvrez en fait cet espace incroyable. Mais reste que et vous-même et vos étudiantes et étudiants sont dans une institution qui finalement s'assoit, enfin vit très correctement la binarité exclusive. Merci Yannick pour cette question. En fait, Louisa et moi, nous enseignons dans des institutions très différentes. Alors que Louisa est dans une institution, une université publique de l'État avec presque 35 000 étudiants, étudiantes, inscrites dans diverses écoles. Vassar College est une toute petite université qu'on appelle Liberal Arts College en anglais, donc collège d'arts libéraux, avec 2500 étudiantes. Donc il y a quand même une différence de taille. Pourtant, je crois que pour les professeurs qui voulaient vraiment avoir un échange direct avec les étudiants et étudiantes, je crois que le contexte n'a pas trop changé. Preuve, c'est Louisa qui vient de cette grande université qui s'y intéressait aussi bien que moi. Tout d'abord, il y a ça. Deuxième chose, c'est que mon département d'études françaises et francophones était très ouvert d'esprit, même si on n'avait pas du tout une idée comment répondre à cette demande. Même s'il y avait beaucoup d'anxiété, parce que imaginez-vous, vous êtes devant des étudiants dans votre cours, vous devez enseigner le français et ils sont en train de se demander comment faire en non-binaire. Et tout d'un coup, il y a toute une multiplicité de problèmes qui c'est comme une boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'on fait avec les conjugaisons, qu'est-ce qu'on fait avec les accords, adjectifs, possessifs, etc. Donc, on a eu de longues discussions dans le département. On a demandé au départ, en fait, d'un étudiant qui se genrait au masculin, de venir pour présenter ce que lui et ses compères voulaient et ce qu'ils savaient du contexte. Et à ce moment-là, c'était autour de 2016, il y avait quand même beaucoup de conversations qui se passaient sur Internet. Donc la question est devenue, comment est-ce qu'on fait le pont entre les conversations qui sont très réelles, qui se passent sur un médium virtuel, et une institution où la binarité s'impose, même en anglais. Et donc voilà où se trouvaient l'enjeu. Et pour les étudiants, l'institution était trop lente. Et pour nous, les professeurs, on n'avait pas assez d'outils pour vraiment aborder ce sujet parce que, évidemment, comme je l'ai dit, pour nous,
la langue était un objet d'étude et donc on ne pouvait pas juste imposer notre position personnelle sur une langue étrangère. Voilà, c'était l'enjeu. Et c'est pour cela qu'on a décidé que tout le monde allait expérimenter dans leur classe avec différentes méthodes. Donc, par exemple, ce qu'on a réalisé, c'est que on demande à tous les étudiants en français d'utiliser le masculin. Et on demande à toutes les étudiantes en français d'utiliser le féminin. C'est-à-dire que les étudiantes font un travail supplémentaire pour comprendre comment faire l'accord, etc. Alors que les garçons, voilà, c'est tout simple. Hein? Je suis allé sans eux, etc. Donc, pourquoi? Il n'y a aucune raison. Si on est en train d'apprendre le français, on peut très bien apprendre à accorder des deux façons. Donc, un devoir, on peut, dans un devoir, petit devoir d'un paragraphe, on peut demander à tous les étudiants et toutes les étudiantes d'écrire au féminin. Il n'y a pas de raison. Voilà, ce genre d'exercice qu'on a commencé à faire, chacun à sa manière. On n'avait pas on va dire, de protocole, de dictat, de principe unifié départemental. Si c'est bien, Tom est en train de hocher la tête là. Donc voilà. Et d'autre part, on a réalisé que ce n'était pas juste nous qui devions prendre la responsabilité. Et donc, on a commencé à contacter d'autres personnes. Je crois que vous m'avez, Yannick, vous m'avez rappelé que je vous avais contacté il y a quelques années et pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti sur le sujet et vous m'aviez dit non. Voilà, c'était peut-être en 2016 ou 2017. Et c'est comme cela que j'ai commencé à... donc, je crois que quand j'étais à Paris, donc je suis allé voir Flora, qui était coprésidente du centre LGBT pour savoir ce qui se passait ici. Et puis après, je crois que c'était Flora ou quelqu'un d'autre qui m'a parlé de Sophie Labelle. Donc j'ai commencé à lire ses bandes dessinées. Et donc j'ai fait une petite intervention dans un colloque linguistique sur la bande dessinée. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des gens, parce que le chant n'existait pas en tant que tel, et c'est tout jeune pour le moment, des gens qui s'y intéressaient, dont Luca Greco, par exemple, professeur de linguistique à Metz. Et donc, j'ai invité un certain nombre de personnes, y compris Sophie Labelle. C'était cold call. Écrire à Sophie Labelle, vous ne me connaissez pas, je suis, etc. Mais je m'intéresse à votre travail. Est-ce que vous pourriez venir à Passard? Donc on a fait le pas aussi. Voilà. Ok. Merci. Et du coup, là, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que en fait, il y a plusieurs institutions qui sont évoquées. Et donc, Flora, vous, en fait, vous avez travaillé en fait dans une autre institution, alors évidemment pas une institution universitaire, académique, mais le centre LGBT. Et ce qui est intéressant dans votre contribution, c'est que vous montrez que au sein de cette fédération d'associations, les pratiques discursives en fait sont assez différentes en fait, selon la manière dont on va employer le genre grammatical. Et ben finalement, on a un peu une sorte de marque, enfin visuelle, qui permet de distinguer les associations entre elles. C'est ça, alors c'est à la fois les associations membres du centre et d'autres associations, par exemple Acteurs qui ne fait pas partie du centre, mais qui me semblait nécessaire d'évoquer parce que chez elles, la marque du féminin est très présente, elle est même soulignée au dernier degré. Ce qui ne correspond pas nécessairement d'ailleurs à une sociologie du groupe, puisque à l'époque où j'ai fait l'analyse, leur CA ne comportait pas de personnes, ne comportait pas de femmes. Et donc pour le coup, c'était assez intéressant parce qu'on était vraiment dans un état de flux, on était vraiment dans cette espèce de situation où on avait des gens qui proposaient des choses, qui continuaient à utiliser des tirets
et qui n'étaient pas passés au point médian, des groupes qui préféraient utiliser des formules épicènes, genre personne, les victimes, ce genre de choses, plutôt que des mots plutôt genrés, que des formes genrées avec la flexion féminin ou masculin. Et donc on avait en fait tout un éventail et qui montrait bien que les pratiques n'étaient pas standardisées en fait, qu'on a tous des pratiques, des façons d'évoquer par les écrits les genres différents de manière de manière assez chacune correspondant à des strates différentes, à des réflexions différentes, mais ça correspondait aussi aux faits et c'était compliqué parce que je savais que c'était le cas dans certaines associations et pas dans d'autres. Mais concrètement, il y avait des votes à l'époque qui se faisaient sur comment est-ce qu'on va gérer, est-ce qu'on va utiliser l'écriture dite inclusive ou pas, sur quelles règles, etc., pour créer une espèce de continuité. Et je sais que dans certaines associations, il y avait eu des votes, il y avait des circulaires en fait, internes pour, alors voici comment on utilise, voici le choix qu'on a fait. Après, c'était compliqué parce que je n'avais pas accès à ces documents pour toutes les associations, pour une variété assez grande d'associations. Mais ce sont des choix conscients et ce sont des choix qui correspondent à la fois à la sociologie, enfin à la démographie du groupe tout simplement, notamment les âges, notamment le ratio personnes, le ratio femmes-hommes, s'il y a beaucoup de personnes trans ou pas du tout, s'il y a des personnes non-binaires et s'il y a une volonté de mettre en avant cette présence et de la marquer. Et à l'époque, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ça a encore beaucoup évolué. Si on refaisait le tableau, ce serait encore très différent. Et que pour le coup, il y avait les pratiques, notamment autour des prénoms, qui s'imposent lentement. Mais à l'époque, c'était relativement rare de systématiser la mention du pronom sur les signatures email, sur les badges, sur tout ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place dans le centre. Mais c'était quelque chose qui ne semblait pas naturel aux gens. Donc on avait des bénévoles qui agissaient, qui disaient mais non, mais c'est bien évident, mais bien sûr que l'on prononce, etc. Et qui ne voyaient pas l'enjeu, qui ne voyaient pas ce que ça pouvait créer comme question et comme possibilité de parole. Parce qu'en fait, pour qu'une parole émerge, et ça on le sait, c'est parfaite sociologie, pour qu'une parole puisse émerger, il faut aussi que les conditions soient réunies pour qu'elle puisse être entendue. Et pour le coup, c'était notre volonté dans un premier temps, à cette époque-là, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit une conversation qu'on puisse avoir, que les gens puissent se sentir en liberté de dire mon pronom, c'est pas, ce sera plutôt Yel ou Al, ou etc. Parce que c'est aussi une façon de se rendre vulnérable ou d'engager une discussion qui n'est pas toujours évidente avec des gens qui peuvent avoir des positions très tranchées. Et donc de sortir de cette idée que, bien évidemment, nous sommes genrés féminin, masculin de manière binaire et c'est immédiatement visible à partir de notre apparence physique telle qu'on est dans le centre. Cette notion-là, ça a vraiment été assez compliqué. Et aujourd'hui, je pense que pour le coup, les associations de jeunes sont beaucoup plus créatives là-dessus et sont très, très sensibles à ces enjeux-là, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ce qui n'est toujours pas le cas dans certaines associations. Et c'est assez intéressant à voir ce changement et je pense qu'on a vraiment quelque chose à apprendre. Alors je viens de dépasser l'âge moyen et médian en France, donc je peux le dire, je suis vieille. Mais nous avons vraiment beaucoup de choses à apprendre aussi de la manière dont les plus jeunes veulent formuler ces questions et veulent les mettre en avant. Et donc, pour le coup, moi je suis à l'écoute, alors aujourd'hui plus au niveau de l'observatoire. Qui est plus une fonction d'observation, mais c'est vrai que concrètement, quand on est en situation d'utiliser la langue pour faire des communiqués de presse, quand on est en situation de déterminer comment on va présenter les documents, comment on va faire les badges pour qu'ils fassent apparaître ou pas les pronoms, est-ce qu'on va faire telle et telle chose, c'est vrai que finalement ça renvoie à plein de questions pratiques. Et qui rendent vraiment conscient de l'omniprésence de la question finalement. Et même si on ne la traite pas, on ne la traite pas, même si on ne voulait pas la voir et on a toujours du mal à voir
toute la prégnance de cette question. Il y a toujours des personnes qui sont dans l'idée que... Enfin, il y a toujours, il suffit de voir les scandales autour de l'inclusion de Yale ou même autour tout simplement de l'écriture inclusive, qui pourtant ne remet pas nécessairement en question la binarité, pour voir qu'il y a vraiment beaucoup de boulot en français là-dessus. Merci. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec l'objet aussi, c'est qu'en fait, cet objet, il a une histoire. Alors évidemment, désormais, on a l'objet en main. Mais en fait, il y a un autre texte qui est disponible en ligne, donc qui est une première version. Et puis, on a désormais en fait ces contributions traduites en français qui ont tout évolué. Donc c'est assez passionnant. Et voilà, enfin là, la maison d'édition doit être prévenue. En fait, le livre va être caduc dans 3 ans. Parce que ça bouge énormément. Et c'est vrai en fait que dans toutes les interventions, on voit en fait le caractère extrêmement virulent des discussions. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'au milieu de tout ça, il y avait donc ton article co-signé avec Liane, qui finalement était beaucoup plus apaisé. Donc là aussi, c'est ce sur quoi tu as mis l'accent dans ta prise de parole ce matin, Maria, c'est que finalement, on se rend compte que quand on n'explicite pas les enjeux, on se rend compte que les êtres vivants, enfin les sujets parlants, alors en l'espèce là plutôt les sujets entendants, finalement arrivent assez facilement à utiliser toute la gamme en fait que vous aviez prévue dans votre échelle de perception. Et donc ma question, Maria, est la suivante. Est-ce que tu penses que cette question du devenir non binaire donne lieu à des outrages discursifs quand on en parle, mais pas quand on le fait? Voilà, la belle question. C'est beau. Je réfléchis, mais je raconte une petite anecdote de malentendu initial qui explique qu'on connaît cet article dans ce livre. C'est qu'au début, on avait proposé donc un article sur... je ne sais plus, c'est toi? Je ne sais plus qui nous avait sollicité. C'est moi. Voilà. Et on a dit oui, super et tout. Et on a proposé un article sur la voix des personnes non binaires. Et une fois qu'on... Oui, super. Une fois qu'on a envoyé notre, je ne sais plus, résumé plus détaillé, on s'est vu en Zoom. Et vous étiez tous les deux très surpris. En fait, on n'a pas compris ça. La voix, c'est la voix, enfin, de faire entendre, quoi. Genre, la voix, quoi. Ah non, mais vous voulez vraiment dire, genre, phonétique. Oui. On avait pensé voix discursive. C'est ça, évidemment. Voilà. Oui, les discours, ouais, tout à fait. Je dis, mais nous, on travaille en phonétique. Et donc, bon, ok, mais alors vous faites attention à ce que vous racontez parce que c'est pas le même public. Donc, on a essayé de faire... Et là, pour le coup, votre lecture était géniale parce que ça nous a aussi guidés. Je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, on a essayé de répondre à ça. Et je trouve que c'est aussi très important que les recherches en linguistique circulent le plus largement possible. Donc, de toute façon, j'étais à fond dans cette démarche. Après, c'est un peu... autant sur Twitter, on le sait, autant dans les livres universitaires, quand on a une audience transdisciplinaire, c'est des compromis un peu fins à faire. Parce qu'on voulait quand même montrer un contenu de recherche qui est visible par un public universitaire, pour le coup. Donc, ta question, c'était sur la voix. Ouais. Est-ce que c'est une fatalité? Mais oui. Ce qu'on reconnaît, c'est que on s'engueule quand on dit qu'on le fait. Oui, c'est vrai. Et finalement, on arrive plutôt à être assez ouvert quand on est juste en train de faire. C'est-à-dire que là, ça fait partie des objectifs du projet, c'est d'essayer d'avancer, parce qu'on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, et d'essayer de voir le pas suivant, de dire, une fois que tout le monde acceptera l'idée, on va faire comme si c'était vrai, on va voir. Mais concrètement, alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? C'est un petit peu ça aussi, est-ce que ça peut marcher? C'est pour ça que j'ai mis en avant le côté empirique de la chose, et moins théorique. Et c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs interventions qui
qui parle des enjeux idéologiques, des freins, du vécu. Donc là, c'était un peu l'autre. C'est oui, ok, mais qu'est-ce qu'on a à disposition et du côté des outils. Et est-ce qu'on ne s'engueule pas quand on le fait? Ça dépend beaucoup des milieux. Je veux dire, ça reste quand même tendu, en fait. Enfin, quelqu'un... Si on ne s'engueule pas, c'est précisément, et l'article de Flora Bolter le montre bien, il y a des schémas que j'ai adorés avec les cercles concentriques. Ce qui fait que les choses marchent, c'est qu'on a quand même en interaction plutôt intérêt à ne pas s'engueuler. Et donc, on est tout le temps en train de faire des compromis. Il y a aussi l'article, on en parlera cet après-midi, sur les compromis linguistiques. En fait, dans la vie, on fait des compromis tout le temps pour arrondir les angles. Et le problème, c'est que quand on appelle le rapport de force, c'est toujours la personne en position dominée qui va faire plus de compromis. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on avance, c'est en arrondissant les angles qu'on rentre en sous-marin c'est important aussi de savoir quelles sont les marges qu'on peut prendre sans conflit. La voix, par exemple, voilà, ça marche bien. De savoir un peu sur les habits, les combinaisons qui vont être acceptées, et puis ça grignote petit à petit. Moi, j'aime bien la métaphore du sous-marin. On rentre, puis après, on est là. Donc, peut-être que c'est une façon de faire, et en tout cas, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a écrit cet article. C'est un peu dire comment ça peut marcher, parce que si on pointe uniquement sur les difficultés, c'est vrai que moi aussi, je suis enseignante, donc on s'adresse à des jeunes, très jeunes, qui parfois parlent de leur non-binarité de genre comme d'une découverte et comme d'un soulagement. Donc, dans un premier temps, c'est « Ah, j'ai compris pourquoi il y avait un truc qui ne marchait pas » et je me suis dit « Mais c'était ça !» Dans nos interviews, il y a plusieurs qui disent « Et c'était ça !» Pour moi, la découverte. Et dans un deuxième temps, c'est l'inquiétude. Ok, c'est ça, puis maintenant, les pronoms, le prénom, les accords, les déclarations, les coming out à différents... Les profs qui interdisent l'écriture inclusive, les profs qui l'encouragent, bref. Donc ça devient compliqué. Donc on est aussi, peut-être notre rôle, c'est aussi de dire, ouais, bon, là ça va être facile, allez-y, foncez. Là, ouais, ok, on ne vous cache pas, ça va être compliqué. Donc essayons de voir ensemble. Mais de dire aussi, il y a des domaines où ça va bien se passer, fonçons. Bon, ça fait du bien aussi. Et j'irai pas jusqu'à dire que quand on le fait, ça ne pose pas de problème, quand on est dans le faire. Mais je pense que tu as touché un truc sensible, qu'effectivement, malgré tout, dans la vie, on est quand même dans la négociation, et même les personnes qui sont en position dominante n'ont pas intérêt à aller au clash tout le temps. C'est fatigant, les clashs. Donc on est quand même, quand on est dans des rapports interhumains en vrai, pas par des réseaux sociaux interposés ou de l'écrit ou une machine interposée, alors, bon, on a quand même plus de chance à faire attention les uns aux autres et à faire accepter même des choses qui n'auraient pas été acceptées théoriquement. Alors que quand on l'affirme, et parfois les pronoms, c'est marrant aussi parce que souvent maintenant, les pronoms, évidemment, dans nos cours, quand on est un peu sensibilisé à ça, on fait attention et on commence les cours par dire je fais passer des fiches, je vous donne mon pronom. En français, un, ça suffit. Je dis elle, c'est bon. Et je vais vous demander les vôtres sur vos fiches d'inscription, comme ça ouvre un safe space et c'est important. Mais de fait, c'est un pronom à la troisième personne et on n'en a pas vraiment besoin en cours. En vrai, je ne vais pas m'adresser à quelqu'un avec Yel. C'est simplement de l'affichage. Donc des fois, ça peut braquer sur un truc qui en fait n'aura pas d'impact. Et parfois, les gens acceptent sans se rendre compte de sortir du genre, mais sans se rendre compte. Puis à un moment donné, ah bon, on n'est plus dans le genre. Ah bah flûte, je suis là. Et donc peut-être c'est aussi des stratégies à certains moments, si on n'affiche pas son drapeau, peut-être qu'on avance plus vite et à un moment donné on sort le drapeau et bon. C'est trop tard. Et c'est trop tard, voilà, vous êtes là. Je sais pas, c'est aussi des... Pour le coup, notre article ne parle pas de ça, mais effectivement, il y a une philosophie et le fait de les mettre tous ensemble, je trouve que ça donne
un peu un paysage qui effectivement va être obsolète rapidement, donc il faut acheter le livre vite, mais en même temps ça garde Et une trace aussi. un autre Ça livre va- après. voilà. Et un autre livre après. C'est ça. Oui, il y aura d'autres Simplement. livres après, Voilà. mais je trouve que c'est aussi bien de... Enfin, C'est dit comment? Oui. Comme hasard. Oui. Mais Internet, c'est bien parce que ça donne accès tout de suite, mais après, dans 50 ans, il n'y aura plus les sites. Donc, c'est bien aussi d'avoir des traces plus pérennes parce que j'espère bien que dans 50 ans, les gens n'auront plus les mêmes problèmes. Et comme on trouve génial de lire des livres qui ont été écrits à 50 ans ou il y a 300 ans, c'est bien aussi qu'il y ait des livres. Donc, voilà. Alors, avant qu'on se replonge dans la lecture ou la relecture, en fait, peut-être qu'on peut encore discuter. Donc, parce qu'en fait, on a de la chance, on vit un moment formidable. Alors, non pas parce qu'on porte des masques, mais parce que, en fait, le français est en train de changer à une vitesse incroyable. Et donc, on est en train voilà, on est en train de faire de l'histoire. Et pas de la subir, en fait. Si vous permettez, alors, ce que j'ai apprécié, Yann Chevalier, dans vos questions, c'est que vous ayez remis le livre dans le contexte d'où il est sorti. C'est un contexte pédagogique et on n'est pas les seuls, les contributeurs au livre, on n'est pas les seuls à participer à cette conversation collective qu'on appellerait une conversation sur la pédagogie inclusive. Qui s'intéresse moins au contenu bien sûr, mais c'est plus globalement, c'est une approche. C'est un engagement envers l'ambiance inclusive dans la salle de classe, que ce soit l'inclusion des minorités de genre, des minorités racisées. Je vous recommande par exemple le travail, les recherches d'un jeune américain, Chris Knightley, qui met à disposition sur son site internet des stratégies de pédagogie inclusive dans la classe de français de langue étrangère. Il y a un colloque, Inclusive Pedagogy, je ne sais plus le titre, mais c'est une conversation auquel de plus en plus de profs participent aujourd'hui. Et je ne sais pas, ça m'intéresserait s'il y a des profs de langue française ou même des étudiantes dans la salle qui auraient quelque chose à dire là-dessus. Qu'est-ce que la pédagogie inclusive, ça veut dire quoi pour vous ? Ou d'autres questions ? Pas forcer la conversation dans cette direction-là. D'autres questions pour moi en tout cas. J'ai une autre question. Moi je suis un peu sur un milieu qu'on peut appeler sexualité positive et du coup on se questionne aussi sur ces questions-là. On utilise pas mal les terminaisons, les accords que Alpharat propose et ça apprend, notamment le AIRE, organisateur, participateur, ça marche très bien. Mais du coup, ce que j'observe, c'est que, aussi dans les cercles non binaires, c'est que le YEL n'est pas forcément... Enfin, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on trouve une manière d'adopter un pronom universel, générique, qui soit neutre. Et le YEL est assez... Enfin, il est intéressant, mais il est réfuté par des personnes qui le trouvent très binaire, Et du coup, je me questionne de comment on peut... Enfin, quel autre pronom pourrait marcher et du coup quel autre pronom a du sens, parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est que plein d'identités non binaires choisissent leurs pronoms qui leur correspondent à leur genre, mais en fait l'idéal ce serait de ne plus avoir de pronoms genrés, enfin de plus exprimer notre genre via le pronom, parce qu'en plus ça pose plein de questions aussi d'outing et trucs comme ça et du coup je sais pas si vous avez réfléchi à ça. Récemment je pensais à un autre pronom qui serait HU comme humain, parce qu'en fait du coup il y a un sens derrière, mais le hall, on m'a dit que c'était une version tirée du on avec le o justement, et enfin en tout cas pour les pronoms je pensais à ça, mais voilà, parce que dans cette vision future d'une langue totalement dégenrée, ou en tout cas sans que les personnes disent explicitement c'est quoi mon genre, je trouve ça bien d'avoir quelque chose de neutre, universel, mais il faut que ça prenne. Donc du coup, on n'en est pas là. Donc je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus sur le long terme, qu'est-ce qui peut fonctionner. Merci. Je trouve que c'est une question géniale parce qu'il faut que ça prenne. C'est quand même la question de base en sociolinguistique. On peut toujours inventer tout ce qu'on veut, mais si ce n'est pas adopté, ça ne sert à rien, ça reste dans un tiroir. Et
pour moi, la question est dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il peut prendre plutôt que qu'est-ce qui serait bien? Et les pronoms, c'est quand même, si je peux me permettre, tu seras d'accord avec moi, c'est pas comme un nom, quoi. C'est pas pareil, c'est partout dans la langue. On l'utilise des milliers de fois par jour. C'est pas comme podcast et balado. Rien à voir. Donc, concrètement, il faut que ça ne perturbe pas nos routines. La seule chose qui peut marcher, c'est la chose qui perturbera le moins nos routines, parce que sinon on bégaye si on doit réfléchir. Et pour être encore plus précise, concrètement, selon moi, ce qui marchera le plus facilement, ça sera soit de prendre il et de l'appliquer à tout le monde, soit de prendre elle et de l'appliquer à tout le monde, tout simplement. En tout cas, dans un premier temps, parce que c'est ce qui perturbera le moins les gens, c'est juste un truc qu'on fait magiquement. Le féminin générique ou le masculin queer, en termes de pratique, et Yel, ça a pu un peu marcher parce que ça se prononce presque pareil, on entend un peu oh, à l'écrit ça va, et à l'oral, bluff, ça peut le faire, mais c'est un peu ça demande à faire un peu attention, mais ça pourrait peut-être venir, mais c'est difficile. Mais franchement, honnêtement, en anglais, ce qui a marché, c'est un pronom qui existait déjà, et je veux dire, il n'y a pas trop de miracle à mon avis, et ça paraît peu probable qu'on puisse faire adopter un pronom. C'est pas pareil pour les noms. Spoiler et divulgacher, ça peut marcher. On l'utilise une fois par semaine ou par mois, ça va. Un pronom, c'est pas du tout pareil. Donc voilà. C'est un peu rabat-joie, mais moi En fait, ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est que vous vous inscrivez dans une histoire longue. Et Flora, vous l'avez rappelé, vous avez dit, nous héritons de toute la réflexion féministe des années 70, mais en fait, en réalité, dès la première vague, il y a eu des choses aussi, en particulier des noms de métiers de femmes qui accédaient à des métiers réservés aux hommes et qui refusaient absolument la féminisation de leur titre parce qu'on les prenait pour l'épouse d'eux. Donc les premières avocates disaient, moi je suis avocat. Oui, et ça pose des enjeux générationnels, effectivement. Donc là, il y a cet héritage-là. Oui. Il y a aussi l'héritage de tous les mouvements, en fait, liés en fait aux questions LGBT, qui ne sont pas forcément, qui se recroisent pas nécessairement. Et c'est vrai qu'on nous n'héritons pas de rien. Et là, ce qui était très frappant, c'est que dans ce livre-là, donc, dans le moment historique, on envisage plutôt une sorte d'extension des tableaux pronominaux d'accords, c'est-à-dire on garde le genre masculin, le genre féminin, et puis on se tourne plutôt vers des stratégies qui visent à créer en fait d'autres cases. Alors, combien de cases parce que là, c'est intéressant, c'est pas une troisième case, mais ça peut être une troisième et puis une quatrième case, avec le neutre et puis l'inclusif. Il y a d'autres stratégies aussi, celles que Maria évoque, qui est aussi de dire, en fait, on va simplifier le système. Et donc, avec Maria, on milite plutôt pour le féminin générique. Enfin, dit générique, parce qu'en fait, c'est pas plus générique que le masculin. Mais au moins, comme ça, en fait, les choses seraient plus simples à vivre. La version ACT UP, quoi. Voilà, la version ACT UP. Mais c'est pas une solution, en fait, qu'il s'agit d'imposer de quelque manière que ce soit. On n'en est pas encore dans la phase de normalisation, standardisation, institutionnalisation, même si souvent c'est la demande. Et donc il faut dire on va institutionnaliser, mais on va essayer ça là, et puis on va essayer autre chose ailleurs, et puis voilà. Mais je crois que la complication vient du fait que on va dire, les pressions culturelles et politiques sont diverses et variées. Et donc, ce n'est pas d'une perspective bien unie qu'on est parti, tout d'abord. Pour revenir à la question de Diel, par exemple, en novembre, quand c'était présenté comme un terme désormais inclus en ligne du Robert, il y avait un clivage de conversation, on va dire. Il y avait d'un côté tout ce qui était de politique
Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on fait? Qui a le droit? Ce genre de choses. Et puis il y avait la partie linguistique. Et je crois que Mediapart avait fait une longue interview dans laquelle il y avait une partie où une lexicographe a été interviewée et qui a dit très clairement et très simplement que l'inclusion, c'était pas basé sur la politique, mais c'était plutôt par l'usage. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont constaté le nombre de fois que ce terme a été utilisé, et donc ils ont, à un moment donné, décidé, statistiquement, ça veut dire, donc on revient vers cette approche empirique, que ça valait la peine d'inclure et de mettre la désignation rare pour le moment. Peut-être que le rare va disparaître, peut-être que ça va changer, ça pourrait devenir désuet dans quelques années, on sait pas. Mais ce qui est très important à comprendre dans ce procédé, c'est que il y a personne, il n'y a pas une seule personne qui décide ou un conseil qui décide quel pronom. Et c'est ça le problème en fait. Et j'ai souri un petit peu derrière mon masque quand vous avez dit que IL c'est trop binaire. Et donc, alors que c'était pas parce que je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a il et elle là-dedans. Et donc, je comprends ce sentiment. Mais en même temps, si c'est le pronom qui a été le plus usité par rapport à all ou ul ou je ne sais pas quel autre terme, je crois que c'est ça, ça va se sédimenter à un moment donné et on n'est pas encore là pour revenir à ce que vous avez dit. Je crois qu'il y avait des questions derrière. Bonjour, mais justement ma question, ça revenait un petit peu sur ce que vous disiez, c'était de savoir est-ce qu'à votre connaissance, il y a des recherches qui sont menées en linguistique, en lexicographie sur justement la quantification des usages. Et je pose la question parce que je suis moi-même traductrice, d'ailleurs je trouve ça très intéressant de savoir que votre ouvrage est né d'une question de traduction. Parce qu'en traduction, quand on traduit pour des publics non militants, se pose la question de la norme et de la norme de l'usage. Et voilà, c'est aussi un sujet sur lequel je voudrais faire de la recherche en traductologie. Donc, qu'en est-il en linguistique, en lexicographie actuellement? En fait, c'est pour ça que le Robert a inclus IL dans le dictionnaire, avec la forme au singulier et au pluriel, c'est parce qu'il émergeait, il se stabilisait dans les usages différents. Et on le trouve dans les romans, on le trouve dans des thèses de doctorat, on le trouve dans des tracts, etc. Donc c'est parce qu'il émergeait quantitativement par rapport aux autres. Et ça participe à l'établissement de normes. Ça ne veut pas dire que c'est figé, mais en tout cas, c'est le travail des dictionnaires. La question que je me pose, c'est si à votre connaissance, il y a un travail qui est mené de manière un peu plus large sur les usages au niveau universitaire ou c'est un petit peu... Non, c'est des puzzles, il y en a un peu partout, il y en a des petits. Celui que je connais, c'est le marinier, mais il a déjà quelques années, je sais pas. Ça change très vite. À un moment donné, l'usage majoritaire de ces pronoms était autonymique, c'est-à-dire que les gens parlaient des pronoms. Mais ils ne les utilisaient pas tant que ça. Ils en parlaient. Ils les affichaient, il y a des tableaux, des machins. Mais en fait, ils n'étaient pas vraiment utilisés. Et Yel, pour le coup, y compris au pluriel, est utilisé. Sans guillemets, sans machin, sans parler d'eux, il est juste utilisé. Voilà. Par contre, il pose des problèmes d'accord. Et ça, c'est pas l'idée. En fait, pour répondre plus largement, le français en fait, a pris un énorme retard au XXe siècle dans ses procédures de description. Là où d'autres langues, en particulier la langue anglaise, en fait, ont connu des évolutions dans leur description qui étaient beaucoup plus manifestes. En fait, les grammaires françaises, si vous prenez des grammaires du 19e siècle, du 17e, du 18e et même du 20e siècle, elles ont toutes le même plan. Ça commence par la prosodie, donc généralement ça en passe vite quand on est marqué candidat. Ensuite, on a le nom, le verbe et tout ça. En fait, et si on remonte, ce plan-là, en fait, il est hérité des grammaires gréco-latines. Là où, en fait, au cours du XXe siècle, il y a eu une sorte de révolution dans la recherche qui disait on ne va pas décrire la langue actuelle avec les catégories héritées, mais on va décrire ce qui est. Et on va inventer, en fait, d'autres modes de description. On va se demander si
la manière dont on le décrivait autrefois, en fait, ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on appelle des corpus-based ou corpus-driven grammar. Et en français, en fait, on n'a pas eu ce travail-là de fond. Jusqu'à l'an dernier, avec la grande grammaire du français qui vient de sortir, mais c'est gros comme ça. Enfin, donc on n'est pas du tout dans la phase de transposition pédagogique dans les classes, dans les programmes, et puis c'est pas avec Blanquer que ça va arriver, mais ça commence en fait. Et donc, vous posez la question redoutable en fait de ce que c'est qu'une norme. Dès qu'on se met à décrire, en fait, on norme d'une manière ou d'une autre. Donc, dès qu'on verbalise, on norme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, dans votre ouvrage, vous avancez de manière très humble en disant ceci vaut par prudence aujourd'hui, mais là où en fait vous avez été, vous avez eu un coup absolument génial, c'est que vous avez dit attention, le français, c'est pas la France. Vous faites intervenir en fait des francophones donc américains, donc en particulier les francophones du Québec et de l'Ontario. Et puis vous mentionnez aussi tout ce qui se passe dans le français européen, que vous ne rapportez pas en fait au cadre nationaliste. Le français, c'est la France. Vous évoquiez ce que font les Suisses, ce que font les Belges, et on voit bien en fait que la francophonie est beaucoup plus variée que ça. Donc il n'y a pas une norme, mais il y a plein de normes. Et à mon avis, la prochaine frontière, c'est le français africain. Il faut aller regarder ce qui s'y passe, parce que là, à mon avis, il y a des choses. Et donc, du coup, vous voyez, en fait, statistiquement, qu'est-ce qu'on va décrire, en fait. Et là, on commence juste à savoir ce qui est en train de se passer. Sylvie ? Oui, alors pour rebondir immédiatement, moi je suis professeure de littérature francophone. Donc dans toute l'étendue, et des Sud et des Nord, et je pense qu'il faudrait beaucoup regarder vers les Sud, où les inventions langagières sont absolument fabuleuses. Donc voilà. Alors je voudrais poser une autre question sur... Donc moi mes étudiants écrivent effectivement comme ils le désirent en fait. Voilà. Mais dans le cadre de la création, et notamment de la poésie, et de l'énoncé de la poésie, de l'oralité, je me demande, c'est une question, parce que écrire effectivement comme l'on veut, et ensuite énoncer, proclamer, déclamer, etc. Est-ce que nos oreilles ne vont pas être... Est-ce qu'il est nécessaire, je crois qu'il est nécessaire aussi d'habituer nos oreilles, je veux dire, d'entendre de nouveaux sons. Parce que parfois, lorsque je corrige des créations poétiques notamment, je dis, ok, ça c'est sur le papier. Et puis maintenant, il va falloir le dire, parce que l'oralité, parce que c'est cela, il faut l'entendre. Et c'est vrai que là, se posent vraiment des questions réelles. Donc, est-ce qu'il y aura aussi un apprentissage, je veux dire, Maria, là, sur ce sonore, un apprentissage pour que parfois nos oreilles ne soient pas heurtées aussi. Et voilà, ça, je crois que c'est une... En ce qui concerne la création artistique, ça pose question. Est-ce que heurter, c'est quelque chose de très nébuleux pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à penser en termes de partir au-delà du binaire en français, ça me heurtait. Quand j'entendais étudiante, etc. Mais très vite, mon esprit s'est habitué. Et c'est ce dont vous parlez, Sylvie, c'est-à-dire que quand on entend les consonances, des sons, etc. Mais c'est aussi par écrit. Par exemple, maintenant, quand je tape sur mon ordinateur Mac, je n'ai pas besoin de penser où se trouve le point médian. Je l'ajoute. C'est devenu une habitude. Donc, la grande question que la jeune
personne vient de nous poser, c'est comment est-ce qu'on peut généraliser cette volonté d'ouvrir, de changer, de développer pour que ça soit plus inclusif. Et donc, ça pourrait arriver de manière différente. Donc, si tout le monde n'adopte pas le pont médian, ça va être caduc dans très peu. Oui. Mais de même, si tout le monde adopte, je ne sais pas, au lieu de IL, et donc, mais ça c'est quelque chose d'organique pour moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dicter. C'est pour ça que l'Académie française n'y est pour rien. Même si on l'évoque tout le temps, mais c'est plutôt côté politique. Voilà. Puisqu'on parle de l'académie, je pense que c'est effectivement un enjeu qui explique aussi une des raisons pour lesquelles on a un raidissement systématique, c'est qu'on a cet aspect pseudo-institutionnel de l'académie qui est néanmoins censé suivre l'usage, mais concrètement, il y a des personnes en son sein qui tiennent absolument à dicter des nouvelles normes sur le Covid, par exemple, où l'usage commençait les gens ont commencé à parler du Covid, et puis tout d'un coup, l'académie est arrivée en disant « Allez, bon, maintenant c'est fini, tout le monde va parler de la Covid ». Et on ne sait pas très bien pourquoi. C'était un choix oui, je sais. J'ai bien suivi le raisonnement grammatical qui aboutit, mais c'était complètement contradictoire avec l'usage. Et ça n'a pas marché du tout. Mais on retrouve on a des milliards de circulaires au niveau des institutions publiques où, quand on parle bien, les gens qui se piquent de bien parler vont exprès utiliser cet usage qui est une hypercorrection qui n'a jamais fait sens par rapport à la langue. Et c'est quelque chose d'un peu conflictuel, profondément d'ailleurs conflictuel, parce qu'il y a cette volonté d'édicter de la norme en étant complètement en décalage avec l'usage, tout en ayant cette mission par rapport à l'usage, tout en se voulant garant de l'usage reçu, donc contre la création et contre le fourmillement des usages différents. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui est peu clair et ça rejoint quelque chose qui est très tendu en ce moment autour de la norme, autour de l'héritage, autour du changement. En fait, on a une crise de changement. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça devient excessivement compliqué. Mais effectivement, on a deux tendances. Je pense que la question tout à l'heure était très intéressante, je ne suis pas revenue dessus, donc juste pour dire un mot. C'est qu'on on peut aller dans deux sens complètement différents. Parce que quand on est à Vassar, je me rappelle des présentations des étudiants, ils avaient relevé toute une liste de pronoms et il y avait une trentaine de choix. Enfin, il y avait vraiment un nombre de choix complètement hallucinant. Et ils disaient, mais de toute façon, j'ai le droit d'employer le pronom que je veux pour demander qu'on me désigne. Ce qui est tout à fait exact. Mais c'était, et pour le coup, l'enjeu du fait que ça doive acquérir un certain statut de généralité pour devenir un pronom et pas juste un marque-page pour leur identité, c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire cet enjeu de quand est-ce que l'usage est suffisant pour que le mot se soit installé et qu'il existe réellement et qu'il dépasse du caractère autonomique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il dépasse de l'aspect performatif de lui-même. Et c'est très compliqué, c'est très complexe, et c'est aussi une question qu'on rejoint sur les questions de genre à l'état civil. Entre est-ce qu'on va rajouter un troisième genre ou est-ce qu'on supprime la mention du genre et la mention du sexe, pardon, officiellement c'est la mention du sexe à l'état civil. Et c'est les deux se valent, ou est-ce qu'on va vers une neutralisation complète? Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un moment de flux complet entre entre plusieurs tendances. Et ce serait intéressant, parce que ce que vous avez proposé est aussi intéressant, c'est-à-dire de proposer un genre pour le générique universel et des genres, et l'usage des genres classiques ou pas classiques ou de pronoms non binaires pour marquer autre chose. Et donc ça c'est aussi très intéressant dans sa forme, et c'est aussi intéressant de voir ce qu'il va en être. Mais en tout cas, ce sont des questions très présentes, aussi bien au niveau qui est peut-être celui que j'observe le plus, qui est celui des institutions et du côté très étatique, on va dire, où on a la même question sur les questions d'état civil et qui se rejoignent, qui rejoignent complètement ces questionnements. Et je crois qu'il y avait
Oui, une remarque. Oui. Tout à fait, parce que cela rejoint également en France, dans le débat franco-français, où il y a une pathologie de l'histoire et de l'historicité. Donc je dis pathologie de l'histoire véritablement. Parce que, notamment, sur Mediapart ou AOC, une de nos collègues linguistes, alors que je ne connais pas, a justifié cela en remontant par l'histoire le Yel, en lui expliquant bien et donc la nécessité de faire appel à l'histoire. Et elle est remontée et elle a fait tout un article. Et à ce moment-là, c'était devenu légitime. Et c'est ça qui est intéressant. C'est également notre approche. Notre approche, il faut toujours revenir, justifier, etc. etc. C'est donc la façon même que l'on conçoit, effectivement, le monde. Tout à l'heure, Maria a évoqué en fait la stratégie du sous-marin. Je peux que vous inviter, si vous le désirez, à l'adopter vous-même. Actuellement, il y a 6 sièges disponibles à l'Académie française. Oui, parce que personne ne veut, parce que personne ne veut y aller. Donc allez-y, personne ne veut y aller. Voilà, c'est devenu une institution marginalisée oui, malgré son pouvoir. Oui, parce que les gens qui y sont, effectivement, s'ennuient fortement et ça ne sert pas à grand-chose. Alors que si nous trouvions un pronom non binaire qui marcherait bien, ça aurait quand même du poids. L'idée passée. On va prendre une dernière question, peut-être. Oui, c'est plutôt une remarque liée à cette discussion, mais je voulais juste dire que, c'est aussi pour répondre à votre question, c'est que en vrai, étant donné l'histoire, justement, et la manière dont l'histoire est différente pour tout le monde, au niveau social, au niveau individuel, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un pronom qui marche pour tout le monde. Je crois que, par exemple, on pourrait avoir un pronom que l'on emploie pour les gens dont on ne connaît pas encore le genre ou leur pronom personnel, mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter le même pronom, genre même le L universel, par exemple, à ACT UP, ça veut dire complètement autre chose que le L universel de, je sais pas, même des féministes radicales. Et donc il n'y a pas, je crois que l'envie d'universaliser un néopronom peut être très problématique quand on vise à le faire dans tout contexte, peu importe les personnes en question. Mais aussi étant donné l'histoire coloniale, etc. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire aussi en termes de sociolinguistique pour étudier les stratégies employées par des personnes qui ne sont pas seulement au Canada ou en France hexagonale, parce qu'il y a beaucoup de... Et aussi un travail à faire sur la classe sociale, sur plein d'autres choses, mais je trouve que c'est plutôt une richesse, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on résiste à cette question de l'autorité sur une langue que si on essaye de rétablir une autre. Voilà. Oui, juste pour rebondir, est-ce qu'il a été fait, parce qu'il existe des populations, des communautés non binaires, voilà, je pense au Réré, je pense au Gorgiguen au Sénégal, etc. Est-ce qu'il a été fait linguistiquement des études? Est-ce que des collègues s'intéressent à la langue de ces communautés non binaires? Je parle par exemple au Gorgiguen, au Sénégal, aux hommes-femmes, d'accord, qui s'expriment, qui existent. Est-ce qu'il a fait des études? Est-ce qu'ils s'autodésignent comme non-binaires? Oui, tout à fait. Ah, ils le sont. Oui. Parce qu'après, selon les... Oui, ils s'autodésignent, oui, tout à fait. Aux États-Unis, on peut tous dire. Il y a, des agrégations de nouvelles catégories, mais en fait, il y a des noms plus anciens que non-binaires, donc voilà. Je crois que c'est une question qui est encore plus compliquée parce qu'il faut se débarrasser de notre perspective peut-être occidentale, des catégories qu'on utilise
même de genre, qui pose une sorte de, on va dire, comment dit-on, lens, oui, voilà, qui est, voilà, qui est déjà coloré par notre propre perspective idéologique. En Inde, par exemple, il y a une communauté assez importante de ce qu'on appelle les hijra, mais je ne sais pas si cette communauté se considère comme non-binaire, mais c'est un autre genre qui n'est ni masculin ni féminin. Et donc, leur conception, je ne sais pas, j'ai une copine qui est anthropologue, qui a vécu longtemps avec cette communauté, et elle a écrit un livre sur leurs principes, etc. Mais c'est pas à travers la langue. Donc je crois que Sylvie, vous êtes en train de vous poser la question sur la langue. Oui. Mais je crois que la langue, c'est très lié à cette idée de la structure de la langue et comme on le voit. Ça peut être très différent par rapport à même par exemple, moi je suis né en Inde. Quand je suis arrivé comme adolescent dans l'Occident, je me considérais pas comme masculin de la même façon. Les codes de masculinité n'étaient pas les mêmes. Et donc ma conception de la sexualité et de genre n'était pas les mêmes. Mais les codes sont propres à chaque culture, même par rapport à cette distanciation. Et les hijras sont très marginalisés en Inde. Et en même temps, ils ont beaucoup de pouvoir. Par exemple, ils sont invités au mariage pour que le couple hétérosexuel soit bien fécond. C'est ce genre de... Oui, je ne peux pas imaginer ici en France ou aux États-Unis inviter des gens non-binaires, trans au mariage hétéro par exemple, pour vraiment, comment dit-on, donner le to bless people. Ce n'est pas dans les usages, c'est aussi mental, ce genre de structure, nous et autres. On peut de toute façon continuer là-dessus. Oui, on peut continuer informellement. Juste pour vous dire, on va reprendre la deuxième session. Ça sera à 14h30 avec Louisa McKenzie, Blaise Provitola, ici présent, et Altarat. Et Simona Kripa va servir de discutant. Merci beaucoup tout le monde. Profitez bien du soleil. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils seront lancés. Merci beaucoup. D'ailleurs,